Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Déjà le 31e épisode de cette saison, ça défile, hein, messieurs. Quand la saison est passionnante comme celle que nous vivons, on voit pas le temps passer. Donc, épisode 31, et ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Ouais, j'ai lancé les punchlines dès l'intro ce soir. Et Bien joué. avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Voilà, alors pour cet épisode, au menu de cet épisode, on va bien entendu débriefer le match du week-end qui nous a emmené du côté d'Aro, de la pelouse du Brugli-Fed. Et puis, comme ce sera la pause internationale la semaine prochaine, il n'y aura pas de match pour le championnat. Donc, on en profitera pour parler un petit peu de l'équipe nationale, mais aussi des échéances pour la Coupe du Monde, puisqu'il y a des équipes qui joueront gros lors de ces barrages. On évoquera ça avec Messi, on s'adonnera aussi au jeu du pronostic. Qu'est-ce que tu dis, Osvaldo? Je vois pas du tout de qui tu parles. Ah ouais, non, on verra. On verra ça tout à l'heure. Voilà, messieurs, on passe sans autre à la première rubrique. Voilà, déplacement du côté du Brugli-Feld pour la 27e journée. C'était déjà, messieurs, la fin du troisième tour. Je ne sais pas vous, mais moi, ce troisième tour, je l'ai pas vu passer. Comme je disais en intro, il y a eu tellement de matchs passionnants et intéressants semaine après semaine que du coup, on les a vraiment pas vus, on les a vraiment pas vus passer. Alors, il y avait une question que tous les auditeurs de Xamax avaient sur les lèvres. Est-ce que le slip de Varam allait être gagné à l'issue de ce match? Malheureusement pas. Alors, je sais pas, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais personne n'a pronostiqué le résultat final. Qui a vu la victoire du FC Haro, un but à zéro. Donc, personne n'avait pronostiqué ça, hein. Il y a eu des victoires de Xamax qui avaient été pronostiquées, il y a eu des victoires de Haro, mais on le verra, il y a un animateur qui est passé très proche de gagner le gros lot. Voilà, alors messieurs, on va commencer peut-être par les réactions de nos auditeurs. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que deux. On a Jérôme qui nous dit « Jouer en jaune à Haro nous a été plus inspirant ». Et puis Grégoire M qui nous dit essayer, pas pu. Alors, ce match, en fait, avant même le coup d'envoi, dès qu'on a vu la cascade d'absence pour ce match, puis la composition annoncée par Anthony Breza, on a tout de suite été très dubitatif. Alors, manquait au coup d'envoi, outre les deux blessés maintenant de longue date que sont Gonzalo Sacramento et Chilo Reinhardt, Jonathan Fontana et Erissa Bedini qui purgeaient un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Et puis, à ces deux joueurs sont venus s'ajouter les blessures de Koro Kone. On ne sait pas trop ce qu'il a connu, si ce n'est que apparemment c'est pas trop grave. Et également de Liridon Moulay. Voilà, il a été ménagé, il a ressenti une petite gêne musculaire, donc rien de grave pour Liridon. Il devrait être de retour sans trop de soucis après la trêve internationale. Alors, avec aussi des absences aussi nombreuses, ben voilà, forcément que Anthony Breza devait opérer des choix d'hommes, mais aussi, et malheureusement pour nous, un choix de système. Alors, on va quand même consacrer le début de cette rubrique, messieurs, à ce passage en espèce de 3-5-2 offensif, 5-3-2 défensif. Alors, si vous êtes en stream, vous voyez. Si vous, vous êtes en audio, vous ne voyez pas, mais on a Varam qui secoue la tête. Varam, on va sans autre te passer tout de suite la parole. Tu brûles d'impatience. T'as pas aimé ce que tu as vu à ce niveau-là? Non, pas du tout. Bah déjà, je vais pas ouvrir ce chapitre-là, mais un jour j'aimerais bien l'ouvrir. C'est pourquoi ces défenses à 5 sont en train de tuer le football moderne. On peut pas jouer au foot avec une défense à 5. Maintenant, il faut arrêter. Tout le monde appelle ça défense à 3, mais en réalité, c'est des défenses à 5, puisque en phase de non-possession, les deux pistons vont sur la ligne des trois centraux.
Et voilà, moi je comprends pas pourquoi on joue toute la saison à 4 et que là, parce qu'il manque Fontana, il faut qu'on passe à 5. D'entrée de jeu, on comprend l'intention qui est de bétonner et de mettre le bus. Moi, franchement, je comprends pas. Ce que je veux dire, oui, Arao est l'une des meilleures équipes de la ligue. Il joue la montée, mais nous, on a rien en fait à jouer, si ce n'est une quatrième place honorifique. Je comprends pas pourquoi on ne reste pas avec cette défense à 4. D'autant plus que avec une défense à 4, on couvre beaucoup mieux, beaucoup mieux. Puis là, on l'a vu que les seules fois qu'on récupérait la balle et qu'on voulait repartir devant, eh ben, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de solution de passe parce que ces défenses à 5, vraiment, c'est la mort du foot. C'est la mort du foot. Et en plus, et en plus les deux pistons, mais c'est une vie mais invivable quoi. Ce que je veux dire, c'est chaque fois en avant, en arrière, et comme par hasard, Deme, qui est en plus un ailier qui a été adapté piston gauche, il sort sur blessure. Et en plus, je crois une blessure musculaire. Et ça, à mon avis, c'est pas du tout le fruit du hasard. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ce match-là, d'entrée de jeu, on a refusé de le jouer, alors que on a vu le scénario du match. Certes, Arao a dominé, Arao a mérité, je ne remets pas du tout en cause ça, mais franchement, c'est pas une équipe irrésistible. Et moi, je suis convaincu que si on avait mis une défense à 4, on aurait pu aller les chatouiller et pourquoi pas ramener un point, parce que franchement, il y avait la place. Franchement, il y avait la place. Et moi, je comprends pas que toute la saison, on joue à 4 et parce qu'il manque un latéral gauche, alors qu'il y avait clairement moyen de peut-être mettre ses doigts à gauche, enfin voilà, il y avait moyen de faire quelque chose d'autre que ça. Et au fait, il a complètement changé les plans, refusé de jouer, et puis finalement refusé de gagner, et finalement c'est un résultat juste. C'est au fait un résultat juste. Et encore, heureusement qu'on a un gardien qui est en grande forme, parce que les 5-10 minutes, voire le quart d'heure après le but, on aurait pu prendre un bouillon. Mmh. Hein, parce que si on en prend deux, je pense qu'on peut en prendre 3-4 facile. Hein. Ouais, effectivement. Osvaldo, le constat quand même avec ces changements. Alors, Varane l'a dit, hein, on essaye un petit peu aussi de consolider. Alors, déjà, on fait avec les hommes qu'on a à disposition, on essaye de consolider une assise défensive. Alors, l'objectif, il est moyennement atteint de ce point de vue-là, mais surtout, qu'est-ce qu'on affaiblit notre jeu offensif avec ce changement de système? Oui, bah, c'est-à-dire que alors moi, je suis moins catégorique que Varane sur la théorie de la mort du foot. Par contre, il y a quelque chose sur lequel, je continue de marteler avec ce système de jeu-là, c'est que c'est l'un des systèmes les plus difficiles à appréhender et que c'est pas possible de le pratiquer. Enfin, c'est l'un des systèmes tactiques les plus difficiles à appréhender, lorsque tu dois adapter des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Parce que le poste de enfin, typiquement, les 2 pistons qui sont plus ou moins, ce qui caractérise le plus ce 3-5-2, souvent, il y a des équipes qui s'y mettent en se disant: «Bon, ben, on va adapter un ailier, offensif dans un 4-3-3, on va le mettre piston». Ou bien, Mmh. on va mais non, en fait, les gars, enfin, je veux dire, c'est là, si tu dois faire ça, tu as ton système qui est déjà mort. Donc c'est pas un système qui s'apprend en 2 jours et 2, tu dois avoir des joueurs qui sont adaptés et pile poil adaptés à ça. À la limite, je veux dire, si tu laisses une défense à 4 et que tu mets 2 joueurs sur les côtés de la défense qui sont pas des latéraux, mais qui sont, par exemple, je dis n'importe quoi, des ailiers, heu, ça va déjà mieux que d'adapter par exemple, des ailiers en piston dans un 3-5-2. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que de dire que tu vas présenter ce système-là sur la pelouse d'une des 2 meilleures équipes du championnat, même si Yaro de base a la réputation d'avoir une équipe, enfin qui craque en fin de saison, mais ça reste une des 2 meilleures équipes du championnat. Dans une période où tu es en plus rempli d'absents, honnêtement, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, au départ déjà. On voit en fait la différence entre un FC Haro qui pratique, alors même si eux, c'est pas un 3-5-2, un 5-3-2, c'est plus un 3-4-1-2 dans leur organisation où les quatre milieux, il y a les deux pistons qui font partie de ce quatuor avec Zoukit et Frokai, là, c'était les deux joueurs au milieu, puis il y avait Obexer et Dickenman, les deux pistons habituels.
Haro est une équipe construite pour ce système. Ils jouent comme ça toute la saison. Et puis, voilà, on a Aqua qui est la tour de contrôle au milieu de cette défense, Thaler et Müller sur les côtés gauche et droite. L'équipe est construite comme ça, l'équipe base son jeu comme ça. Et puis, il y a un système offensif qui tourne aussi comme ça. On avait l'impression que quand Haro récupérait le ballon, qu'il se projetait vers l'avant, eh ben, ils arrivent à être dangereux, ce qui n'était pas du tout le cas de Xamax. Alors moi, effectivement, je suis pas du tout fan de mettre des ailiers comme ça, comme piston. DB, je pense qu'il a atterri à ce poste juste parce qu'il est gaucher, quoi. Mais on s'est retrouvé sur un côté gauche constitué de Deme plus de Bergsma qui n'avait pas joué en compétition officielle depuis 3 mois, on va dire les 2 mois maintenant, plus le dernier mois. On l'a pas beaucoup vu non plus hein, avant la trêve suite à sa blessure au genou. Donc, non, il était sorti en coupe à Nyon, je crois, hein, Bergsma. Ouais, c'est Oui, ça. oui, oui. Donc, ouais, en tout cas, 2 mois de compétition depuis la reprise, on l'avait pas revu. Alors, heureusement que Dickenman, il n'était pas forcément en feu aujourd'hui parce qu'il se serait baladé. Mais il y a quand même beaucoup d'actions qui sont passées sur le côté gauche, beaucoup plus que le côté droit où on a senti Epito et Sedou quand même beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là. Voilà. Alors, la première mi-temps a bien tenu. La première grosse action, elle est même xamaxienne. Hein, à la 18e, suite à un corner repoussé, c'est un petit numéro d'Azemi sur le côté. Et puis, ça se termine par une frappe. Il a presque visé le cop xamaxien derrière le but. Voilà, c'était la première escarmouche de Xamax. On la mentionne parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose hein, quand même à se mettre sous la dent jusque-là. Et puis après, ben, c'est les Argoviens hein, qui, à la 30e minute, sont tout proches d'ouvrir le score. Osvaldo, tu te souviens de cette action? Elle est sur Je les vais vous reflets, laisser hein, un peu debout. plus profondément Ouais, l'analyse de ce match, je vous l'avoue, hein, parce que ma vision ne se résume qu'à quelques séquences. ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est une action en fait qui se développe et qui se termine, si je me trompe pas, par une frappe de qui c'est qui a frappé? Est-ce que c'est Filet, je crois, légèrement. Ouais, c'est ça, une frappe légèrement sur la gauche du but de Meragic. Le ballon pas juste à côté, heureusement, s'il était cadré, c'était but. Voilà, première mi-temps, messieurs, on va être assez clair, 0-0, c'était le score logique pour sanctionner cette première mi-temps. Les Argoviens un petit peu plus mettre de leur sujet balle au pied, mais ils n'ont pas été franchement non plus hyper dangereux. Et puis un Xamax beaucoup trop brouillon pour espérer quoi que ce soit. Première mi-temps décevante, tout simplement, hein, de la part des deux équipes. Baram. Bah voilà, il n'y avait pas grand chose à dire parce que Arabe, on sait que c'est une équipe qui d'abord essaye de rester solide avec le style Jakopeta, on le sait, c'est un style plutôt solide. Et puis après, ben, ils vont plutôt pas spéculer, mais on va dire devant, ils ont quand même individuellement, ils ont des joueurs hyper intéressants. Bah, ils ont Fazliou qui est un peu le virtuose, ils ont Filet qui est un joueur hyper intéressant qui a une énorme activité, qui fait un peu le sale travail et qui en plus conclut les actions. Ils ont Vladi qui était un peu plus en nombre pour ce match, mais qui est un excellent joueur. Et puis ben voilà, donc Barao c'est plutôt une équipe qui va jouer solide et puis viser quelques transitions. Et puis nous, bah ça a été le néant total quoi. Enfin voilà, dès qu'on récupérait la balle, il n'y avait aucune solution de passe quoi. Parce qu'on avait directement ben, nos 5 qui étaient derrière, le milieu qui était complètement dispatché. Et puis, les seules fois qu'on essayait de trouver des lignes de passe, c'était les pauvres Demassai et puis Vendo qui ont été complètement en fait, envoyés au casse-pipe. Quoi. Donc voilà, mais à mon avis, c'est tactiquement, d'entrée de jeu, on a perdu le match avec une formation et puis un système de jeu qui n'ont absolument pas de sens. Quoi. Voilà, on a refusé de jouer. Et la consigne était claire, c'est on bétonne et on essaye de limiter la casse. Franchement, quand on n'a rien à jouer, si on n'essaye pas de jouer au foot, moi, je comprends plus rien, quoi. Ouais, Donc, forcément, mi-temps décevante, quoi. ouais, effectivement. Et puis on sentait. Pour aller dans le sens de ce que dit Varam, c'est effectivement que si tu te retrouves un petit peu dans une période où soit tu es englué encore dans une lutte pour le maintien, tu as la pression qui monte, tu sais pas comment la tenir.
ou bien tu sais que tu es proche de ton adversaire, que tu as moyen d'aller faire quelque chose, mais en bétonnant, mais tu peux encore espérer, par la suite le dépasser. Tout est entendable. Quand on est dans la situation dans laquelle on est en ce moment, même à Haro, même face à un adversaire qui joue la montée, de refuser le combat dans ces proportions-là, c'est inquiétant et ce n'est pas digne du petit mieux, je dis bien du petit mieux que j'ai pu percevoir à certains moments de cette saison, dans cette équipe de Xamax par rapport aux saisons précédentes. Parce que sur les gros rendez-vous, notamment à la Maladière, avec la réception d'Aro, la réception la première réception d'Yverdon à l'automne, sur ces matchs-là, on avait vu un autre visage au premier tour. Mmh. Là, on n'a plus rien à jouer, on n'a pas la pression qu'Aro a sur les épaules, on aurait pu jouer là-dessus. Ouais. On sentait, hein, finalement que si Haro ouvrait le score, le match, allait être très compliqué pour pas dire, plié. Et puis ce but, ben, il arrive quand même, relativement, vite dans cette 2e mi-temps, à la 54e minute où c'est, Obexer, hein, qui fait une belle percée sur le côté. Et puis c'est une frappe de Fazlou. Alors messieurs, je dois vous avouer que sur le direct, j'étais un petit peu fâché contre Omer Agic, mais après, en revoyant les images, c'est compliqué, hein, quand même comme frappe. La frappe de Fazlou est sèche, elle est au ras du sol, difficile de la bloquer, directement, il la renvoie. C'est aussi difficile sur ces actions-là, à Varane, de la renvoyer ailleurs que juste devant soi. Puis finalement, tu le disais avant, bah, c'est Filet qui sent bien le coup, en renard des surfaces. Alors Osvaldo, tu as quelque chose à dire par rapport à Filet qui marque? Non, je l'ai déjà faite, mais je l'ai déjà faite lors d'une qualification d'Aro contre Young Boys en Coupe de Suisse. Mais non, mais pour corroborer par contre et pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, Mirko, c'est vrai que, ben, souvent avec ces gardiens, on a un peu tendance à dire: «Ah ouais, mais il la capte pas, il a fait une savonnette, il a pas la main ferme, machin». Franchement, c'est compliqué de la reprendre et puis moi, Non, dans ces cas-là, j'ai toujours un peu plus si je dois taper sur quelqu'un, je vais plutôt taper sur notre ligne défensive qui ne garde pas à l'esprit l'éventualité que le ballon soit relâché et qui est aussi lente sur le rebond. Parce qu'au final, moi, c'est ce qui me dérange dans ces séquences-là. C'est pour la défense en question, c'est que le seul qui se bouge et qui veut aller, sur le ballon, même s'il lui revient bien dessus, hein, mais c'est l'attaquant argovien. En l'occurrence, là, c'est Filet. C'est l'attaquant adverse. Et il y a tous les joueurs de Châtelois sont en fait agglutinés sur la première moitié de la surface de réparation. Il y en a aucun qui couvre le deuxième poteau mmh, et ben, ça donne ce que ça donne, quoi. C'est un peu, soit il y a ce truc inconscient de dire: «De toute façon, on prend le goal», soit le fait de se dire: «Ah ouais, même s'il la relâche, de toute façon, on est trop lent pour y aller». Ce qui est une façon de penser vraiment assez défaitiste quand même. Enfin, je veux dire, tu es supposé tant que le ballon est jouable, tu es supposé tout faire pour mettre même un angle pour qu'il soit dévié. Là, honnêtement, pour moi, c'est la couverture et puis c'est le placement, encore une fois, qui est complètement faux, quoi. Après, ouais. ben, Omer il repousse comme il peut. Ouais, c'est ça. Si vous faites un arrêt sur image, on vous conseille, chers auditeurs, d'aller revoir ce but et puis vous faites un arrêt sur image, on va dire une seconde, avant que Fazlou reprenne la balle. Le placement, il est juste horrible. Tous Mmh. les joueurs sont dans une zone morte. Soit ils sont agglutinés dans les 16, mais il y en a pas un qui fait écran, qui est à moins de, on va dire, d'1 mètre de Fazlou, même dans l'axe par rapport à lui pour faire écran. Donc ça veut dire que le joueur qui réceptionne sur son pied gauche, en plus, un gaucher, eh bien, il a tout le champ qui est ouvert. Et puis, tu l'as dit, Osvaldo, au 2e poteau, il y a personne. Filet et il y avait Mmh. Dickenman aussi qui était monté un peu aux avant-postes. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que une frappe de gaucher comme ça, c'est sûr qu'elle va prendre un effet un peu sortant, c'est-à-dire côté gauche. Donc Omer Agic va plonger sur son côté gauche à lui et après c'est la physique, quoi. Quand on plonge à gauche et que le ballon nous vient dessus comme ça, on a toutes les chances de la renvoyer sur le côté gauche, là où les 2 joueurs argoviens sont seuls. Donc vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est
la défense qui est à blâmer et pas notre gardien Varane. Ouais, moi je voulais ajouter quelque chose. Donc effectivement, pour moi, le gardien n'est pas du tout fautif. Simplement, c'est que quand vous faites un match de souffrance, on va dire de fort à l'amour, de toute façon, il y a un moment donné où tu vas faire une erreur. Parce que de systématiquement souffrir, 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 c'est fatigant mentalement. Et que j'ai un entraîneur très cher à mon cœur, lui qui est le grand spécialiste de mettre le bus, et puis qu'après tu prends le but, puis après c'est toujours la faute du défenseur parce qu'il n'a pas dégagé, mais il a mal marqué. Mais simplement, c'est que quand tout le match tu es sous stress de défendre, de mettre le but, tu vas de toute façon faire une erreur, soit individuelle, soit de placement, donc plus une erreur collective. Mais si tu passes ton temps à souffrir, tu vas de toute façon faire une erreur et tu t'exposes à un moment ou à un autre à ce genre de situation-là. Et là, c'est clairement, c'est la défense qui est mal placée. Parce que pourquoi? Parce que ça use mentalement. Et que quand tu tends la joue, c'est comme à la boxe, à force de baisser la garde et puis de jouer un peu mon esquive, et ben tu vas de toute façon prendre un uppercut, un moment ou un autre. Et voilà ce qui arrive quand on refuse de jouer et qu'on refuse de vouloir même essayer de gagner le match. Voilà, il arrive ça. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Varane faisait allusion à l'Allegribus. Hein. Après le Pédibus, on a l'Allegribus. Voilà, donc effectivement, ce but, ben voilà, il vient sanctionner une très très mauvaise phase de jeu défensive de la part de l'équipe. Et puis, tu l'as dit avant, Varane, c'est le début d'une période qui aurait pu nous coûter très très cher au niveau du score, puisque Haro a eu ouais, une dizaine de minutes, un quart d'heure où ils ont été vraiment ultra ultra dominants. Et puis, du côté, bah, ça se passe déjà à la 64e minute, hein, là où Fazlou reçoit pratiquement le même ballon que sur le but, mais cette fois, il est dans les 5 mètres. Et puis, bah voilà, on a un peu fustigé le placement de l'équipe, mais ici, on a un joueur qui est très très bien placé pour le coup. Je crois que c'est Caraco, hein, Osvaldo, qui contre cette balle. Oh, c'est Varane, c'est Caraco, hein, il me semble, qui vient contrer cette Je balle, crois que c'est cette Caraco, frappe. ouais. Cette frappe de Fazlou qui est, contrairement à la première, un tout petit peu écrasée quand même, mais il est quand même là au bon endroit, Caraco, pour intervenir. Pas sûr que s'il n'y avait pas Caraco, ça finisse pas au fond enfin sûr que ça finissait pratiquement au fond cette frappe. Hein, donc là, Caraco vraiment ben, un beau geste défensif. Mais c'était vraiment une très 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 grosse occasion pour les Dragoviens. Et puis c'est dans l'enchaînement hein, en fait de cette action. Il y a un Dragovien qui reprend le ballon à la bord des 16 mètres et puis il se fait faucher, je crois, par Azemi. Ouais, c'est Azemi qui est au contact. Ah voilà, il y a rien de méchant, c'est un contact un peu fortuit, mais voilà, on a un joueur qui y arrive lancé, le joueur agovien, on a un Xanaxien qui est un petit peu en réaction. On crie pas du tout au scandale, il y a penalty matin, midi et soir sur cette action, Varane. Oui, oui, bah, il y a faute, non, non, c'est clair, hein. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Après, bah voilà, quand vous êtes sur ce plan de jeu-là où le but c'est de ne pas prendre de but et puis de mettre le bus, dès le moment où vous prenez le but, eh ben, il y a plus de plan de jeu, il n'y a plus de plan B. Et après, comment dire, le bateau est au fait de trouer, puis il faut juste écoper, quoi. Donc après, ben, c'est la catastrophe. Donc voilà, donc après ben voilà, c'est un véritable chaos. Il y avait des attaques argoviennes à gauche, à droite, au milieu. Enfin voilà, c'était l'horreur. Et puis ben Azemi, qui est plutôt un joueur de type offensif, ben voilà, il se retrouve dans les 16 mètres à défendre. Et voilà, un joueur qui est pas d'habitué au fait à défendre. Et puis c'est la panique. Et puis voilà, puis faute, penalty. Mais heureusement, on a un gardien qui est décrié, mais qui fait une super partie de 12e saison.
Parce que là, franchement, si Fazilou marque, il met le deuxième, je pense qu'on serait en train de parler d'un match qui aurait pris une tournure plus de correction qu'autre chose. Hein, parce que là, si on en prend deux, on peut en prendre trois, quatre, cinq, tranquille. Hein. Ouais, il y a encore pratiquement une demi-heure de jeu derrière si on compte le temps additionnel. Donc, effectivement, c'est le MVP argovien, hein, Valon Fazio, qui frappe ce penalty. Il est Osvaldo, il est pas si mal frappé que ça, ce penalty. Peut-être un peu prévisible hein, dans la course d'élan. On voit que Fazio, à tout moment, il regarde ce côté-là. Mais rien à dire. Edin Omeragic fait une super parade. Hein. C'est souvent très difficile pour les gardiens d'aller chercher ces penalties frappés assez sèchement au sol. C'est encore plus difficile pour un gardien de la taille de Meragic, mais là, il fait le plongeon et il a la main ferme parce que beaucoup de gardiens dans cette situation touchent le ballon, mais il est tellement bien frappé que ça rentre et il a la main ferme, la main solide, super barré, hein, Osvaldo. T'as tout résumé. Il part du bon côté, déjà. Et puis il a la main ferme pour claquer cette balle qui était quand même vraiment, vraiment, vraiment bien placée au ras du poteau. Et voilà quoi, encore un arrêt moi je le dis, ce gardien, avec la phase défensive que l'on connaît depuis 2 ou 3 saisons et avec les placements qui peuvent y avoir, les erreurs de placement qui peuvent y avoir, les erreurs comme celle qui coûte le penalty qui peuvent y avoir. Moi, en ce moment, à Xamax, enfin, je réfléchis vraiment à 3, à 4, à 5, voire à 10 fois avant de taper sur les gardiens. Parce que je sais très bien que, je veux dire, un ancien gardien de l'équipe de Suisse l'avait dit aussi lorsqu'il était professionnel. Il disait, à ce poste-là, on est aussi un tout petit peu dépendant de ses coéquipiers. Alors, bien évidemment, qu'un bon gardien, s'il a un seul arrêt à faire, il doit pouvoir le faire durant le match. Et il doit aussi être capable de sauver l'équipe. Mais il ne peut pas non plus avoir 500 bras partout. Et franchement, depuis qu'il est arrivé, Omer Agic, il a du travail plein les bras. Et je pense que comparé à ses 2, 3 premiers mois, il faut vraiment, si on le critique, il faut vraiment essayer de prendre un tout petit peu de distance par rapport à ces critiques-là, parce qu'il n'a vraiment pas la tâche facile. Et Ouais, on le voit avec avec le but qu'il encaisse hier soir, on le voit avec les arrêts supplémentaires qu'il doit faire pour éviter que le score s'aggrave. C'est pas facile, honnêtement. ouais, on le rappelle, hein, Omer Agic, sur cette phase compliquée où Xamax n'a marqué que 3 buts sur les 5 derniers matchs, lors du même match, Omer Agic, lui, il en prend que 3 hein, aussi dans cette période. Alors, malheureusement, il y a 2 défaites, mais ouais, gros match et grosse période de notre portier qui fêtait ses 24 ans vendredi. Joyeux anniversaire à lui, un petit peu en retard, mais ouais, grosse performance d'Omer Agic. Voilà, à ce moment-là, on ne le sait pas encore, on a assisté aux dernières émotions, on va dire, fortes de ce match. Et la fin, ouais, la fin sera plus que du remplissage. Les changements xamaxiens n'apporteront strictement rien, malgré un dernier changement tactique avec de nouveaux passages à la défense à 4, avec pardon, l'entrée de Michael Fakinetti. Les remplaçants argoviens n'arriveront pas non plus à tuer le match de leur côté. Victoire 1-0 logique et puis quand même voilà une petite déception pour Samax, mais pas forcément par rapport au score, mais par rapport au spectacle présenté. Parce que on va le dire, on a reçu un commentaire de Sempronicus, notre supporter argovien préféré, qui nous disait que c'était un match de Haro Time. Alors, on a beaucoup plaisanté avec ça, le fameux Haro Time, le sprint final des Argoviens ces dernières saisons sur le dernier tour, notamment. Alors, l'année passée, c'est un peu la fin du troisième, le début du quatrième tour qu'ils avaient raté. Et puis, pour lui, c'était typiquement un match de Haro Time. Il était vraiment insatisfait de la performance de son équipe. Et puis, ça corrobore ce que tu disais avant, ça va dans le sens de ta vision, Varane. Haro on pouvait repartir avec quelque chose du Brugli-Feld hier soir, une équipe qui jouait un football un peu audacieux et qui se créait des chances et qui les concrétisait, repartait avec quelque chose du Brugli-Feld. Malheureusement, on n'a pas été cette équipe-là hier soir, Varane.
tout simplement. Ouais, bah, moi, par exemple, je me rappelle des matchs qu'on avait fait contre Thun la saison dernière, où finalement, chaque fois, on perd 2-1, on perd 1-0. Enfin, c'est serré, mais au moins, on a joué, on a vu quelque chose, et finalement, il manquait de peu. Moi, je me rappelle d'un match, le premier match, je crois, contre Thun, on perd 1-0, mais Demassai qui fait un poteau, on a fait un autre poteau. Finalement, ça, bon, ça s'est joué à peu. Finalement, à la fin du match, évidemment qu'on est un peu frustré parce que le résultat n'est pas celui qu'on aurait espéré. Mais moi, je me rappelle qu'en termes de prestations, c'était OK parce qu'on avait regardé tout les yeux dans les yeux et que finalement, sur deux, trois épisodes, si on a un peu plus de chance, on peut gagner, voire faire nul. Or là, ça n'a pas été le cas. Et d'autant plus que Arao, il n'a pas été irrésistible. Parce qu'en plus, on l'a vu, le penalty, il le rate. Après, il commence à douter. Ils essayent de gérer plutôt le score. Et moi, je suis sûr, là, si on avait eu un peu plus de poil au torse, quoi, je pense qu'on repartait, en tout cas, avec un point, quoi. Voilà, mais le truc, c'est que le foot, c'est tout le temps la même chose. C'est que l'équipe qui ose, qui tente, elle met toutes les chances de son côté pour faire des points, pour gagner finalement. Mais là, ce refus de jouer, vraiment, je ne le comprends pas. Quoi. Pour moi, c'est incompréhensible. Vraiment. Parce que c'est vrai que Arao a mérité, clairement. C'est vrai qu'Arao est une des meilleures équipes de la Ligue, mais ce qui est aussi vrai, c'est que le foot suisse a, je dirais, un nivellement vers le bas. Et franchement, il n'y a aucune équipe que je trouve vraiment étincelante. Même les équipes qui sont en haut de classement, je ne les trouve pas dingues. Et franchement, si on joue un tout petit peu au foot, puis qu'on met un peu nos attributs sur la table, moi, je suis sûr qu'on fait des points, quoi. Mmh. Ouais, effectivement. Alors, voilà. Alors, on espère pour Sempronikus et le FC Haro que c'est pas le début du Haro Time pour eux et que cette année sera peut-être la bonne. On lui fait une petite dédicace spéciale, on a pris contact avec lui et puis, il nous a promis qu'il viendrait à l'antenne de Xamcast avant ou après, le prochain match et le dernier match de la saison contre, Arros. Sempronikus, c'est vraiment peut-être le moment que tu viennes en ligne parce que peut-être que la saison prochaine, on disputera pas le même championnat, ton équipe et la nôtre. Donc, voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueillera à l'antenne de Xamcast. C'est une petite parenthèse comme ça, ça nous a été un peu demandé par certaines personnes qui nous disaient de temps en temps: «Vous pourriez accueillir des supporters des équipes, adverses». Ça fait plaisir, hein, messieurs, d'avoir des supporters de nos adversaires qui nous écoutent, qui apprécient ce qu'on fait parce que Sempronikus, il nous a confié qu'il était devenu un auditeur régulier, hein, de Xamcast, pas uniquement au début comme, il le faisait avec les épisodes qui concernaient le FC Haro. C'est sympa d'élargir un petit peu notre public. C'est clair, c'est très clair. Moi, enfin, ça me fait toujours un peu, parce que j'ai toujours un peu l'impression avec ce type de podcast qu'on est uniquement écouté dans notre petit canton et finalement dans la sphère neuchâteloise. Alors, peut-être que pour le reste de la Suisse romande, d'avoir des gens qui ne vivent pas directement à Neuchâtel, qui font partie de ce podcast, peut aider aussi à faire connaître le podcast en dehors du canton. Je dis ça comme ça. Ouais, Mais, regardez, mais voilà, voilà. Mais non, c'est vraiment sympa. Puis pour le coup, c'est un trait d'humour qui est. Puis finalement, c'est une ouverture d'esprit, finalement, de venir nous mmh écouter alors que tu habites à Haro, tu es supporter de ton club. Moi, je suis juste, c'est un peu la seule chose et ce stade est super sympa et j'y suis à chaque fois ravi d'y retourner pour, l'ambiance qui y règne, hein, parce que ça reste des supporters, passionnés. Je trouve juste le petit bémol, c'est personnellement parce que quand j'y vais, bah, j'y vais forcément dans le secteur visiteur et puis je me permets simplement de c'est le seul truc que je leur reproche un petit peu. La bouffe est géniale là-bas. Mais le prix d'entrée pour, mh. des places derrière le but, sur des escaliers, fait quand même froid dans le dos pour un club de Challenge League. Ouais, tu fais référence à la banderole qui a été déployée par la tribune, Neusch. Effectivement, hein, Oui, parce que je j'ai eu la crois que le prix confirmation est du à prix du 28 francs sans rabais. exactement. C'est Oh, extrêmement cher pour de la Challenge League C'est en très, très cher. tribune derrière les buts, hein. C'est C'est très, très pratiquement cher. le prix d'une tribune latérale ailleurs, hein, ça. Il y a des tribunes C'est latérales exactement qui coûtent moins cher que ça, hein. c'est exactement et on parle d'une tribune en escalier, enfin, je dirais ch on est c ils s'embêtent vraiment pas là-bas, hein, au niveau des Mmh. prix.
Et c'est vrai que si on compare avec, alors tu me diras que c'est pas du tout le même club, tu me diras que c'est 2 sphères différentes, mais il y a pratiquement 20 francs d'écart avec des matchs à Carouge ou des matchs à Nyon. Je trouve que malgré l'écart de niveau, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup Ouais, trop clairement. et c'est pas à la portée de toutes les bourses. Je veux dire les supporters qui vont derrière les goals en général, sont pas des gens qui alors il y a évidemment qu'il y a des cas spéciaux, mais je veux dire, ils ont pas tous les moyens de payer 28 francs le billet, quoi. Allez, Heu, Osvaldo, un billet en tribune pour le COP comme ça doit être entre 10 et 18 balles, quoi, guère plus. ouais, ouais, surtout dans une tribune Ouais, telle ouais. que celle-ci où tu as des escaliers. Je veux dire, c'est même pas comme si tu avais, tu as pas de toit et tu as des escaliers. Donc c'est quand même pas le grand luxe, quoi. Mmh. J Personnellement, ça pose question. Je ne sais pas combien les supporters argoviens, les ultras argoviens payent, eux, pour leur place à domicile en latérale. J'en sais rien, hein. Peut-être que c'est que qu'on est que les Mais 2 tribunes sont de la même enseigne, mais ça on m'étonnerait. on note cette remarque de la tribune Neuch et puis, on en discutera, je pense, avec Sempronikus quand il viendra, à l'antenne. Je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi son avis en tant que suiveur. Je ne sais pas s'il fait partie des ultras ou pas, mais il suit le club depuis de nombreuses années et puis, il pourra un peu nous aussi, répondre à cette espèce de mini polémique, on va dire ça comme ça, mais c'est la première fois que je vois la tribune Neuch, clairement se positionner face à des prix trop élevés, donc ça doit être vraiment beaucoup trop élevé. Bah, Donc c'est une lutte que devrait mener voilà. beaucoup de COP. Je pense que ça pour le coup, c'est une lutte qui doit Mmh mh. unir, je pense, toutes les tribunes, qu'elles aient un sentiment de rivalité ou pas. Je pense que le porte-monnaie, on se comprend tous là. Mais même les C'est Argoviens potentiellement, hein, ils peuvent soutenir le reste des adversaires de la ligue pour dire, «Non, c'est un peu trop cher. Nous, si vous voulez que les COP se déplacent, si vous voulez qu'il y ait de l'ambiance et de la bonne ambiance, ben, voilà, il faut pas que les mecs ils doivent payer 28 balles pour ça. Tu rajoutes, la bière, rajoutes le FCA spécial, puis voilà, tu un match qui te coûte 40 balles. Tu rajoutes peut-être, ouais, le déplacement et tout, c'est un déplacement à 40-50 balles. Ouais, ça fait un peu beaucoup, hein, quand même. un t-shirt promotion en souvenir pour les adversaires. Ouais, Non, aussi. blague mise à part, c'est vrai que non, franchement, c'est tendu. Puis tu rajoutes à ça le fait que voilà quoi, c'est une ligue qui, d'abord connaissait les matchs le lundi soir lorsqu'on était monté, puisque le match supplémentaire de Blue était diffusé le lundi soir à 20h15 et maintenant c'est le vendredi. Alors on me dit: «Ouais, mais c'est le début du week-end, ouais, machin», mais tu as des déplacements qui sont, franchement, heu, infaisables en gardant, la vie professionnelle pour certains. Je veux dire, il y a certaines destinations qui sont enfin, où tu viens pas la porte à côté. Alors Neuchâtel-Haro encore ça va, si tu y vas le vendredi soir, c'est pas non plus à l'autre bout du monde. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, l'horaire des matchs, le prix de certains billets et pour le coup, Haro, c'est le club qui répond le plus à des prix exagérés. Encore une fois, 28 balles derrière enfin 28 francs pour un billet derrière les buts comme ça dans cette tribune extérieure-là, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il y a des tribunes, de Super League qui coûtent même pas ce prix-là, hein. Ouais, ouais, c'est Mmh, bien possible, ouais. très C'est bien clairement. possible. Voilà et puis, pour, la touche finale de ce match, on vous le dit, hein, Sempronikus a promis un slip à toute l'équipe de Xamcast en cas de montée de montée du FC Haro à l'issue de cette saison. Eh bien, messieurs, on n'est pas loin de dire qu'on va soutenir le FC Haro pour renouveler un peu notre garde-robe, d'ici la fin de la saison. Non, franchement, pour la blague, voilà, j'aimerais bien que le FCA remonte pour voir s'il va tenir parole et on vous les montrera, pas sur nous, hein, pas portés sur nous, mais on vous les montrera fièrement à On l'issue. fera un tifo à distance comme ça. Voilà, donc rendez-vous, sauf erreur, au début du mois, fin avril, début mai, hein, ça sera là les échéances du prochain match contre AO. On en saura peut-être un petit peu plus si une des deux équipes arrive à se détacher en tête ou pas. Voilà, en attendant, on se réjouit beaucoup de l'accueillir à l'antenne et puis, on le salue pour, cet épisode. On sait qu'il va évidemment nous écouter. Voilà, messieurs, on peut passer à la rubrique suivante. On arrive dans une des périodes de l'année préférées de Varane,
les clubs se mettent en pause et place au vrai football, le football des nations, le football du peuple, le football du cœur, avec des matchs amicaux, mais aussi des matchs pas amicaux au programme. Alors on va commencer, chauvinisme oblige, par notre équipe nationale. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui est concerné par cette définition-là, mais en fait, non, mais oui, vous avez les deux la nationalité suisse et italienne, messieurs, on est d'accord, hein. Tout à fait. C'est Non, ça. moi j'ai Donc, que l'italienne. voilà. Donc, on va tout de suite couper Varam de la discussion. Non, voilà. Alors, l'équipe de Suisse, on va passer très brièvement là-dessus. L'échéance pour la Nati, ce sont 2 matchs amicaux contre l'Allemagne à Bâle, puis ensuite un déplacement à Oslo, ouais, à Oslo ou ailleurs, je sais plus, mais en tout cas pour y affronter la Norvège. On va pas Ça va, s'attarder sur, ouais, c'est ça. On va pas s'attarder sur les matchs à proprement parler. C'est des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation. On va peut-être passer quand même quelques minutes sur une sélection de Murat Yakin. J'ai envie de dire sans surprise, messieurs. C'est étonnant parce on connaît maintenant assez bien Murat Yakin. Ça fait plusieurs années qu'il est à la tête de l'équipe. Et quand l'équipe se qualifiait pour les grands tournois, c'est-à-dire toujours avec lui, euh, eh bien, il profitait souvent de ces échéances de mars, du début du printemps, pour faire quelques tests. Là, honnêtement, il y a aucune surprise. Tous les joueurs sélectionnés ont déjà fêté au moins une sélection. Et puis, on pouvait peut-être s'attendre, je dirais, dans le poste de latéral droite, hein, à avoir soit Zachary Atekame ou Brichy, je ne sais plus son prénom à lui, qui pouvait être sélectionné en tant que doublure de Widmer. Mais voilà, Murat Yakin a peut-être choisi du coup la continuité. Et puis voilà. Vous avez été surpris, messieurs, quand même, de pas avoir un ou deux joueurs appelés. Ouais, je dirais que la seule surprise, mais encore, ce n'est pas vraiment une, c'est le retour d'Alvin Sanchez, hein, après sa grave blessure. Mais Alvin Sanchez revient vraiment tellement bien et fort avec Young Boys que c'est pas une surprise de le voir appeler. Voilà, on s'attendait peut-être à une ou deux prises de risque, à un ou deux choix de Murat Yakin. Il n'en a rien été, Osvaldo. Oui, alors moi je pense que avec le temps qu'il reste d'ici à la coupe du monde, c'est surprenant sans l'être. C'est-à-dire que peut-être qu'il a vu ce qu'il avait à voir durant la phase de qualification et que finalement maintenant il essaye de resserrer un maximum le groupe qu'il a certainement déjà dans un coin de la tête pour aller aux États-Unis. Donc voilà, moi lors de ces trêves internationales de mars où tu joues des matchs amicaux, où tu n'as pas ta qualification à jouer pour le tournoi qui suit, qui arrive 3 mois plus tard, personnellement, ça me surprend sans me surprendre. Voilà. Ouais. C'est une réponse un peu neutre de Suisse, mais voilà, c'est comme ça. Varane, on sait que tu t'en fous un peu dans le fond, mais pareil, t'aurais aimé peut-être une petite prise de risque de Murat Yakin à cette période de l'année. Bah, d'un côté, comme Matteo a dit, je pense que ça s'explique par le fait qu'il a son groupe et que, comment dire, il a ses fidèles soldats. Maintenant, il y a aussi on va dire un autre point de vue, c'est qu'au fait, quand on est un sélectionneur, on doit prendre les meilleurs joueurs. Et puis, un sélectionneur national travaille moins tactiquement parce que c'est pas comme un entraîneur de club qui travaille au fait quotidiennement. Parce que les rassemblements nationaux, c'est tous les 3-4 mois, ce qui veut dire que tu as moins le temps de travailler, donc tu dois plus travailler sur l'humeur du groupe, la cohésion de groupe, et du coup, tactiquement, tu as moins le temps de mettre des choses en place. Donc, ce qui veut dire que tu pourrais on va dire, tu pourrais appeler des petites surprises, voilà, qui pourraient se mettre avant. Maintenant, s'il n'a pas appelé des néophytes et des petites surprises maintenant, ben, tu peux le faire, on va dire, quand tu fais ta liste définitive. Mais bon, entre guillemets, c'est plus un petit risque. Maintenant, bah, c'est vrai que cette équipe nationale suisse, elle a quand même sur le papier belle allure. Mais c'est vrai que, on va dire que sur les latéraux droits,
c'est un petit peu léger parce que Widmer, on sent que il est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Je ne sais même pas qui est le backup de Widmer. Comme ça, Oh, j'en poste vois pour pas. poste, il y en a pas. Ouais. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, d'autant plus que Zach, avec le Milan, alors il n'est pas titulaire, mais alors il a eu joué quelques matchs parce que Salmakers était blessé pendant un ou deux matchs. Il a fait quelques rentrées qui sont pas trop mal. Franchement, je regarde un peu les avis aussi en Italie, et puis c'est vrai que de ce qui ressort, en tout cas sur ses prestations, c'est que ben évidemment donc Zach est arrivé à Milan un peu au milieu du scepticisme général. On disait ah mais il vient du championnat suisse, blablabla, il est pas prêt, il est trop jeune. Parce qu'en Italie, à 25 ans, vous êtes encore jeune. Voilà, donc voilà, il est arrivé un peu au milieu du scepticisme ambiant. Et puis, bah, il s'est avéré que les prestations ont été assez bonnes. Il a fait des passes de but. Il a marqué aussi un but. Ça, c'était plutôt cet automne contre Pise, je crois. Donc finalement, il a fait des prestations assez solides. Et puis c'est vrai que bon, en Italie, ils ont un peu pas retourné leur veste, mais ils ont dit ah ouais, c'est peut-être un joueur intéressant sur lequel on peut travailler. Et puis bah il y a l'autre latéral droit de Parme, Britsky, je crois. Ouais, c'est ça. Sacha Britchgui, hein, j'ai retrouvé son prénom Voilà, ouais. entre-temps. Et franchement, lui, bah, ça a été une belle surprise parce que c'est vrai que à Parme, on l'attendait pas trop et finalement, il répond présent, il fait des prestations assez solides. En plus, il est jeune. Donc, entre lui et Zach, je pense que la relève est là. Maintenant, bah, c'est vrai que c'est quand même un risque parce que si Widmer se blesse, il va falloir un peu bricoler. Ouais, alors là, on est sur des matchs amicaux, donc c'est pas trop grave. On va aussi à la décharge de Murat Yakin mentionner que les M21 ont des matchs qui comptent, hein. Eux Mhm. pour les prochaines Euros, hein, je crois. Euh, ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est les qualifications pour l'Euro ou en tout cas pour un grand tournoi. Donc voilà, eux, ils auront des matchs qui comptent. Et puis, ben, voilà, Zakaria Tekame et Sacha Britsky ont tous deux été sélectionnés avec les M21. Donc voilà, c'est assez logique. Ouais, c'est ça, c'est pour l'Euro, le Et prochain les moins Euro 21 font pas Espoir. l'Euro en général, hein. De toute façon, Ouais, ils c'est ont pas ça. de chance. Je crois pas qu'ils aient de Coupe du Monde en moins 21. Donc, c'est Non, souvent mais des du qualifs coup, locaux. voilà, c'est des matchs qui comptent et ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi l'un des deux n'a pas été appelé. Alors, on est à peu près sûr que si Sylvain Widmer a un petit pépin et d'ici là, l'un des deux sera appelé un peu en renfort, comme l'avait été Zakaria Tekame au dernier rassemblement. Il avait été rappelé entre les deux derniers matchs. Mais voilà, on aura une réponse dans un peu plus de 2 mois. Mais je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'un de ces deux joueurs fera le voyage des États-Unis, du Canada et du Mexique. Parce que Murat Yakin, je pense qu'il a quand même tiré les leçons de la Coupe du Monde au Qatar, à laquelle il était parti avec un seul latéral droite, toujours le même, hein, Sylvain Widmer. Et puis, bon, bah voilà, il y avait eu un peu des grippes qui s'étaient mêlées par-ci par-là, mais on va dire que les ailiers gauches, enfin les ailiers portugais s'étaient régalés de cette situation dans ce triste huitième de finale pour nous. Donc voilà, je pense qu'il voilà, il ne fera pas cette erreur une nouvelle fois. Et puis qui partira avec deux latéraux droites. À gauche, pas de problème, hein, il y a Mourheim et puis Rodriguez qui peuvent jouer à ce poste. Voilà, les matchs sont des tests intéressants, hein. L'Allemagne, c'est un des favoris, je pense, de la prochaine compétition. Si on place 5 favoris, ils sont dedans. Et puis la Norvège qui a vraiment fait des qualifications exceptionnelles. Vous êtes bien placés pour le savoir, messieurs, Ouais. terminant très 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 logiquement à la première place. Avec, on va dire, Bodo plus Odegaard plus Haaland. Et puis voilà, on a l'équipe de Norvège. Donc ça sera intéressant aussi de jouer cette équipe hein, en renaissance, hein, qui après pas mal d'années de galère
s'est enfin qualifié pour un grand tournoi. Donc voilà, 2 tests intéressants d'un point de vue du jeu et puis on espère que la Nati entendra plus que les hommes d'Anthony Breza, le fait de se lâcher et puis de tester un peu des choses lors de ce match. Voilà. L'Allemagne, à part ça, le premier match, c'est de 2026, c'est intéressant parce qu'on peut se dire favori de la coupe du monde, mais c'est quand même une nation. Ouais, un des favoris, je pense qu'ils sont pas ultra favoris, mais ils sont, Ouais, mais c'est quand même une nation qui l'a démontré aussi. Elle a démontré ses limites lors de l'Euro chez elle, où bon, elle sort en quart de finale contre l'Espagne avec une situation d'arbitrage controversée. Mais c'est une ouais, équipe, si on écoute la presse allemande, c'est quand même une équipe qui trouve vite ses limites au niveau mental par rapport à ses plus récents prédécesseurs. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment, à Bâle, dans un stade qui sera certainement bien rempli puisque la frontière est juste derrière, ce sera intéressant et ce sera un premier test intéressant pour la Suisse, dans l'optique de la coupe du monde. Parce que c'est de l'ordre du prenable et un peu pour faire le lien avec, notre match du week-end, c'est le genre de match où la Suisse doit oser. oui. Oui, oui, effectivement. Alors, on l'a dit dans l'introduction de cette rubrique, il y aura des matchs qui vont compter. Et puis, peut-être honneur aux barrages internationaux, messieurs. C'est des équipes qu'on connaît moins, mais il y aura voilà, des oppositions de style assez sympathiques, avec notamment pour la voie 1, une opposition entre la Nouvelle-Calédonie et puis la Jamaïque. Et puis, le vainqueur de cette demi-finale rencontrera la République démocratique du Congo. Ces 2 matchs qui auront lieu du côté de Guadalajara au Mexique. Bon, sans faire offense à la Nouvelle-Calédonie et à la Jamaïque, la République démocratique du Congo a quand même, on va dire, un cran au-dessus et quand même favori de cette confrontation finale, quel que soit son adversaire, messieurs. A priori, favori logique hein, de cette confrontation. Oui, Alors, je entre vais la pas Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque, on vous avoue, on n'a pas trop du tout suivi les qualifications respectivement en Océanie et puis dans la zone CONCACAF. Mais la République démocratique du Congo, c'est quand même voilà, une équipe solide avec des bons joueurs. Hein. c'est-à-dire que oui, après je pense pas qu'ils ont besoin d'appeler l'arbitre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour se qualifier pour la coupe du monde. Mais blague mise à part, oui, je pense que le c'est là, pour le coup, la nation, africaine part avec un avantage. Aussi parce que voilà quoi, enfin, sincèrement, ces nations comme, la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, s'ils avaient des joueurs de classe internationale, je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on en aurait entendu parler depuis. Donc, voilà quoi, c'est ces zones malheureusement mondiales où, il y a des nations locomotives qui sont systématiquement qualifiées et puis après, ben, forcément vu que là, ben, les organisateurs de cette coupe du monde, déjà occupent toute l'Amérique du Nord, puisqu'il y a les États-Unis et le Canada et qu'on enlève une nation sud-américaine, bah, ça laisse, dans les qualifications, bah, ça laisse de la place à des nations, beaucoup plus secondaires de se jouer à une place pour les barrages, voire pour la qualification. Après, c'est les barragistes qui n'ont pas eu la chance de se qualifier directement, quand ils ont ce niveau-là, j'attends de voir, mais Ouais, malheureusement, on parle un petit peu en novice, là, pour le coup. ouais. Et puis, ce sera peut-être l'occasion. Hein, il est de toute façon, la République démocratique du Congo disputera le match pour se qualifier directement quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être la perspective de voir Charles Piquel à la Coupe du Monde, messieurs. Ça nous ferait bien plaisir pour lui. Hein. Ça, ce serait quelque Oui. chose de le revoir effectivement, parce qu'alors lui, personnellement, moi, c'est un joueur que j'ai bien aimé. Mhm. Alors son passage à Xamax, c'était un numéro 6 assez combatif. Je sais que certains des personnes que j'ai pu, croiser au stade qui ont même acheté son maillot à l'époque. Donc c'est dire s'il est resté dans l'esprit de certains supporters xamaxiens et bien évidemment que si on a l'occasion de voir un joueur qui est passé par chez nous et qui quelques années plus tard peut disputer une coupe du monde, c'est toujours, une fierté quelque part. Ouais.
Et puis, le deuxième barrage intercontinental, alors là, on est un petit peu plus emprunté. On aura une première opposition qui va opposer la Bolivie au Suriname, donc une opposition sud-américaine. Et puis, le Suriname est considéré comme un pays d'Amérique centrale, hein, donc il joue dans les éliminatoires CONCACAF. Et puis, le vainqueur affrontera l'Irak. Alors, on va être très clair, hein, on n'a jamais vu jouer ces équipes ces dernières années. La Bolivie, on la voyait jouer quand elle jouait les grands tournois, mais ils n'en ont pas fait depuis quelques années, hein, il me semble, des Coupes du Monde. Donc, voilà, bien malin qui pourra prédire cette opposition. Pour l'histoire, on a envie de dire la Bolivie, mais peut-être c'est beaucoup plus ouvert que ce qui n'y paraît, ce deuxième barrage intercontinental, messieurs Varane. Bah, disons que comme c'est des confrontations qui se jouent sur des matchs aller-retour, Non, non, ça c'est de peut. l'élimination directe. Ah, ah, c'est de l'élimination directe, ouais, Ouais, ouais. alors encore plus. Demi-finale Sur un entre match, Bolivie et Suriname, puis le vainqueur affronte l'Irak, c'est match sec. alors autant pour moi. Alors, ouais, alors, Terrain neutre, mais raison de match plus. sec. D'accord, sur un match sec, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc je dirais que ça reste ouvert. Après, ben, la Bolivie, ils ont un avantage quand ils jouent chez eux. Ça veut dire que quand tu vas jouer à 3000, 4000 mètres, c'est compliqué. Ouais, c'est au Moi, je me Mexique, rappelle. du coup. Tous les matchs ont lieu à Voilà, Guadalajara, ouais, ouais. là. Mais comme voilà, la Bolivie, quand tu vas jouer à La Paz, puis que tu vas jouer à 3000, 4000 mètres, c'est compliqué. J'ai vu plusieurs joueurs argentins, notamment et brésiliens, dire que quand tu vas jouer là-bas, c'est pas du tout simple, hein, c'est compliqué parce que l'oxygène là-haut, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc ils auront ça en moins. Bah maintenant, la Bolivie, bah, ça reste une équipe sud-américaine, même si c'est pas, on va dire, une nation dominante comme peut l'être l'Argentine ou le Brésil, voire l'Uruguay. C'est bah, voilà, ils savent jouer au foot. Le Suriname, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, voilà, il y a souvent ces doubles nationaux hollandais et puis du Suriname, bah, il y en a des qui choisissent le Suriname. Il y a notamment, je crois, le latéral gauche de Venise, Aps, si je dis pas des bêtises, qui joue avec le Suriname. Et puis bah, l'Irak, ça serait une belle histoire. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour ce pays qui a été détruit deux fois coup sur coup. Ça me ferait assez plaisir de les voir à la Coupe du Monde et ça serait une belle histoire parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert et j'avoue que ça me ferait assez plaisir pour l'histoire et pour qu'ils aient une petite parenthèse enchantée parce que ces dernières années, ça a été vraiment difficile pour eux. Ça me ferait assez plaisir de les voir à la Coupe du Monde. Et de faire la Coupe du Monde aux États-Unis, ça serait un joli pied de nez à l'histoire. J'allais le dire, c'est quand même assez comique. Si rien à la Coupe du Monde et que c'est aux États-Unis avec le régime actuel, j'ai envie de vous dire, on n'a pas fini de rigoler, hein. Ouais. C'est- Donc, pour préciser ce que tu disais, Varam, Guadalajara, c'est 1500, presque 1600 mètres d'altitude. Donc, la Chaux-de-Fonds, c'est 1000 mètres. Donc, voilà, ça sera des matchs dans des conditions de montagne qui potentiellement vont favoriser la Bolivie, qui sont habitués, tu l'as dit, à jouer à des 3 à 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, mais ce sera sur terrain neutre pour toutes ces équipes. Donc là, pareil, l'Irak aura l'avantage de ne jouer qu'un seul match, la finale contre le vainqueur de la demi-finale. Et puis, deux de ces six équipes empocheront leur billet pour la Coupe du Monde. Voilà, ça, c'était les barrages internationaux. Et puis, on arrive maintenant au barrage de la zone Europe, hein, où là, il y a en fait quatre voies, hein, donc quatre équipes qui vont se qualifier. Là, on est aussi sur des matchs secs, demi-finale, puis finale. Alors, on entre tout de suite, pardon, dans le vif du sujet avec la première demi-finale de la voie 1. C'est la Squadra Azzurra qui reçoit l'Irlande du Nord, messieurs. Vous connaissez très bien l'équipe italienne. Je vais vous laisser donner un petit peu vos impressions déjà sur ce match. Je tiens à le préciser, messieurs, on parle que de la demi-finale. Si vous le voulez bien, on parlera de la finale la semaine prochaine, puisque quand on enregistrera notre prochain épisode, le premier match aura eu lieu, mais pas le deuxième. Donc, je vous demande de vous prononcer que sur ces matchs-là, c'est-à-dire à commencer par le Italie-Irlande du Nord. Moi, je vais ouvrir le bal parce que c'est la troisième fois d'affilée hein, que l'Italie doit passer par un barrage.
Et les deux premières fois, on sait comment ça s'est passé. Donc la Suède en 2017 en aller-retour, et puis la demi-finale perdue contre la Macédoine du Nord en 2022. À chaque fois, j'ai vu arriver et j'ai senti l'échec parce qu'il y avait un environnement soit toxique, mais ou du moins négatif, qui s'était créé avec le premier sélectionneur, parce qu'il y a eu clairement une guerre de vestiaire qui a éclaté entre lui et certains anciens du groupe à l'époque. Et puis en 2022, où il y avait une équipe qui avait gagné l'Euro 6 mois plus tôt, et puis qui avait une dynamique qui s'était complètement effritée en 6 mois. Moi, de ce que je vois de la sélection italienne depuis que Gattuso a repris l'équipe en septembre, malgré la dernière note assez négative contre la Norvège à Milan lors du dernier match de qualification, c'est une équipe qui semble euh, un tout petit peu plus sereine et un tout petit peu moins, enfin, à deux doigts de craquer, à deux doigts d'imploser. De ce point de vue-là, et puis il y a des joueurs, notamment sur le plan offensif, qui me semblent un peu plus fiables que les trains de pommes qu'on se traînait pendant des années, dont on n'a jamais réussi à se débarrasser, notamment un certain attaquant de la Lazio qui, dès qu'il mettait le maillot de l'équipe d'Italie, devenait un nobodies. Donc, de ce point de vue-là, je suis un tout petit peu plus positif que les deux premières échéances. Maintenant, vous dire qu'on va passer l'Irlande, que l'Italie va passer l'Irlande du Nord à tous les coups, je ne me permettrai pas de dire ça. Et ce qui va déterminer à la fin, c'est simplement la tête avec laquelle ces garçons entreront sur la pelouse de Bergame jeudi soir. Voilà, mais est-ce que tu as quelque chose à compléter par rapport à ce qu'a dit ton collègue? Bah, je dirais que vu les antécédents et vu l'état actuel du football italien qui est un désastre absolu, je pense que ce match incite à la plus grande prudence, je pense. Je vois un environnement qui est pas du tout serein parce que bah voilà, il y a quand même deux antécédents assez incroyables. Et puis bah voilà, l'Italie pense que c'est encore une grande nation de foot. C'est pas parce que voilà, je veux dire, c'est le palmarès, c'est bien, mais il faut aussi regarder le présent et le futur. Et j'ai l'impression qu'on est face à des gens qui vivent dans un autre monde. Au fait, ils pensent qu'ils ont la science infuse, alors que l'Italie a 50 ans de retard sur les grandes nations du foot. L'Italie n'est plus une grande nation du foot. Il n'y a qu'à voir les joueurs qu'on sort. Actuellement, pour moi, le seul top player, c'est Sandro Tonali. Pour le reste, c'est des joueurs qui sont plus que médiocres. C'est des joueurs qui ont très peu de personnalité parce que dès qu'il faut se faire un peu mal, il n'y a plus personne. Je vois personne tirer cette équipe vers le haut. Le trop de tactique chez les jeunes font qu'on a des jeunes qui ont aucune personnalité, qui sont bloqués, il y a aucune créativité. Je pense qu'on est l'une des seules nations où il n'y a personne qui arrive à éliminer un adversaire en un contre un, mais ça, c'est justement le fait d'avoir un jeu beaucoup trop tactique qui laisse peu de place à l'inventive. Puisqu'historiquement, c'est vrai que l'Italie, c'est un pays avec une bonne défense, avec une défense de fer, mais on oublie qu'on a eu des grands numéro 10, hein, on a eu Riva, on a eu Baggio, on a eu Del Piero, on a eu Totti, enfin, on en a eu beaucoup. Et en fait, on n'a plus ça. On n'a plus ça. On avait des très grands attaquants. Je veux dire, on avait du Altobelli. On en a eu plein. On a eu Rossi. On en a eu plein. Puis aujourd'hui, les attaquants, vous regardez les noms. Franchement, c'est incroyable. Vous voyez la Norvège. Non seulement ils ont Haaland, mais ils ont aussi un mec comme Sorloth qu'on parle jamais. Donc voilà, donc la Norvège arrive à sortir ce genre de joueurs, et nous, nos attaquants, ben c'est un peu le désastre, quoi. Donc voilà. Donc inciter à la prudence. La, voilà, donc on verra ce qui se passe, mais moi je ne serais pas surpris si on est devant une troisième élimination, parce que
Je vois, en fait, des gens qui vivent un peu comme en Corée du Nord, en fait, complètement fermés au reste du monde du foot. Nous, on a compris, on sait mieux, voilà, on est les meilleurs. Et puis après, ben, on voit ce qui se passe avec l'équipe nationale, et puis on voit ce qui se passe avec les clubs. Mais voilà, il y a toujours un alibi, une excuse. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais par contre, se remettre en question et puis peut-être se dire que son logiciel n'est plus du tout à jour. Bah voilà, mais bon, voilà. Donc il faudra peut-être encore une troisième élimination pour qu'il y ait un bain d'humilité qui serait plus que bienvenu. Voilà, alors c'est pas la Corée du Nord qui se dressera sur la route de l'Italie, c'est pas la Macédoine du Nord non plus, c'est l'Irlande du Nord. Décidément, vous aimez bien les pays du Nord du côté de l'Italie. Messieurs, allez, balancez-vous à la flotte un pronostic Italie-Irlande du Nord. Je laisse l'honneur à Varane vu il y a un bain de positivité. Moi, j'en sais rien du tout, hein, mais Ils aiment pas se mouiller. je sais pas, mais moi, personnellement, un énième camouflet, ça m'étonnerait pas, hein. Moi, je Donc, serais pas surpris, hein. ouais, moi je pense que Ou l'Italie va alors, passer. Ou alors une victoire, mais alors vraiment sur le fil, quoi, Ouais, mais italienne. Mais moi, je pense que ça va être dur, hein. moi je pense que l'Italie va passer, mais pour la suite, on verra. Moi, je pense qu'effectivement, la demi-finale, il la passe. Maintenant, il y a autre chose que j'ai oublié de dire juste avant et je finirai là-dessus. C'est par élimination, le tirage au sort le plus favorable que l'Italie a eu sur ses barrages pour la troisième participation, puisque la Suède avait quand même battu la France dans les qualifications, puis elle a fait quart de finale de la Coupe du Monde en Russie. Même si il passait la Macédoine il y a 4 ans, il y avait le Portugal à jouer à Lisbonne. Et là, en battant l'Irlande du Nord, il y a le vainqueur de Pays de Galles, Bosnie. Sans dire que c'est des nations contre lesquelles tu passes les doigts dans le nez, mais par élimination, c'est le meilleur tirage que tu as eu sur les 3 barrages. Donc, j'ose espérer que les joueurs qui sont pas des joueurs de classe internationale, mais qui sont vite encensés en club et qui sont vite détruits en sélection, où je trouve qu'il y a finalement, il y a peu d'équilibre, dans ces jugements-là, notamment au niveau de l'Italie. Ça reste des joueurs qui sont totalement capables d'amener cette équipe-là face à ses adversaires, d'amener ces équipes à la coupe du monde face à ces adversaires-là. Donc j'ai envie d'espérer que cette fois-ci, il y a l'orgueil qui joue un petit peu et puis qu'on arrive à chasser ces mauvaises ondes qui, assez vite, montent dans ce Mhm. pays et assez vite pour rien et avec des polémiques qui sont assez vite grossies. Voilà, on vous promet, chers auditeurs, on va passer un tout petit peu plus vite les autres oppositions. Forcément, nos animateurs italiens avaient envie de s'étaler un petit peu sur ce duel-là. Alors, sur la voie A, le deuxième duel, c'est un Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine. Messieurs, peut-être là, vous aurez un petit peu plus de facilité à vous prononcer. Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine pour ce duel? J'ai envie de dire que peut-être primer là, le fait que bon, les Gallois ont récemment des participations à ce genre de compète, pas à la Coupe du Monde, mais à des Euros qui sont pas si loin que cela. Euh, Je vais peut-être aller sur la prime de l'ambiance galloise et puis de l'équipe qui va jouer à la maison qui va passer, peut-être. Ok. Malheureusement, j'ai pas de parce que je sais pas si Dzeko est encore en sélection ou pas maintenant, parce que ça m'étonnerait même pas. Avec un Dzeko encore dans le groupe, c'est le genre de joueur qui peut changer ce genre de match, même à son âge. Maintenant, avec l'absence de ce type de joueur-là, la Bosnie, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc je vais donner la prime à l'ambiance galloise et puis à ce qu'elle dégage comme, ouais, la chaude ambiance que finalement dégage les Gallois. Dzeko a joué encore, au mois de novembre de l'année passée, donc c'est bien possible qu'il joue ce barrage. Ouais, ouais, non, C'est le il a, genre il a été sélectionné, il va le jouer. Voilà, donc c'est le genre de joueur qui peut clairement faire la différence. C'est très équilibré, là aussi. J'ai beaucoup de peine à lancer la pièce. Ouais. Varane, tu t'es prononcé ou pas, non? Non, pas encore. Ouais, ouais. Bah, moi, j'irais dans le sens de Matteo, parce que voilà, je pense qu'individuellement, les Bosniens sont supérieurs.
Maintenant, bah, on sait que parfois, les équipes des Balkans, c'est des joueurs talentueux, mais qui sont aussi imprévisibles dans autant du bon côté que du mauvais côté. Et puis peut-être que les Gallois, justement transcendés par l'ambiance, Cardiff, je sais même pas si c'est là qu'ils vont jouer, mais je pense, Oui, oui. ça peut peut-être les pousser et puis mettre en avant ce fighting spirit britannique. Donc ouais, petit avantage au Pays de Galles, je pense. Même si la Bosnie est clairement supérieure individuellement parlant. Ouais. À noter que le Pays de Galles a bien figuré à domicile dans ses qualifications, mais la Bosnie s'est aussi bien débrouillée à l'extérieur. Donc voilà, c'est un duel qui est peut-être qui est assez ouvert effectivement sur le papier. On passe à la voie B avec la troisième demi-finale de ces barrages. Et là aussi, c'est un duel relativement ouvert avec un Ukraine-Suède. Alors une équipe d'Ukraine qui a, on va dire, confirmé son statut derrière l'équipe de France dans le groupe, hein. Ils ont fait un match nul contre qui ils ont fait match nul, l'Ukraine? Contre l'Azerbaïdjan, ça a été leur seule fausse note. Sinon, ils ont battu l'Islande et puis ils ont logiquement aussi été battus par la France. Ils ont tenu leur rang. Et puis de l'autre côté, une équipe de Suède très décevante, hein, on peut en parler puisqu'on les a joués 2 fois et puis ils ont vraiment raté leur qualification. Ils se sont qualifiés en barrage uniquement dans leurs prestations en lien avec la Ligue des Nations. Duel très ouvert, on a envie de dire, la Suède, si ils élèvent leur niveau de jeu, ils ont ce qu'il faut pour passer, mais on pensait qu'ils allaient être notre plus sérieux adversaire dans la course à la qualification à cette Coupe du Monde, et au contraire, ils ont été le plus décevant de nos adversaires. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'équipe de Suède qui va faire la pluie et le beau temps de ce barrage, messieurs. C'est mon avis à moi. Ouais, moi je pense que le fait que justement ils aient la possibilité de jouer ce barrage avec la phase de qualification absolument honteuse qu'ils ont réalisée, parce que moi c'est quand même une des nations en Europe qui Ouais. aujourd'hui a des joueurs que beaucoup de clubs voudraient avoir, hein. Ah, C'est ils ont c'est ouais. Une c'est attaque à c'est quoi? pas 300 millions d'euros quasi. Ouais, exactement. Alors, il y Ouais. en a un qui, justement, a pris le chemin de Liverpool cet été, et pour le plus grand plaisir d'un collègue et d'un confrère qui est supporter de Liverpool, il a pas forcément répondu aux attentes, mais ça reste un très bon attaquant à mon sens. Et puis, c'est une équipe qui sur un barrage comme ça peut se réveiller, hein, au final. Moi, c'est un peu, malheureusement, la limite que je pose à cette Ligue des Nations, c'est que finalement, tu finis dans un top 4 ou dans un machin, tu peux faire 0 point dans ta phase de qualif, tu as de toute façon la garantie de jouer le barrage. C'est bien pour les toutes petites nations qui ne se sont jamais qualifiées pour ces compètes. On pense au Kosovo qui avait pu disputer un barrage pour l'Euro avec Bernard Charland à sa tête. Pour ça, c'est génial, mais je trouve que ça trouve ses limites dans ce cas-là. Maintenant, la Suède, justement, est super dangereuse pour moi du fait qu'elle a ce bonus et qu'elle a ce joker à jouer. Ouais. Ah, on parle de Isaac, hein, il sera blessé hein, pour cette confrontation. Je crois qu'il sera de retour pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, mais il ne jouera pas ce match et le suivant si la Suède se qualifie. Voilà, l'équipe d'Ukraine, je l'ai dit avant, ils ont joué crânement leur chance. Il va dire c'était attendu de leur part qu'ils terminent à la deuxième place de ce groupe. Ils l'ont fait. À voir ce que ça va donner, Varane, pour eux. Ouais, bah ça va être intéressant parce que l'Ukraine, ils ont une génération qui est assez. On n'en parle pas beaucoup, mais ils ont des joueurs hyper intéressants. Il y a notamment le numéro 10 qui joue à Benfica, Soudakov, qui est un super joueur, un très très beau joueur. Donc, ouais, ils ont une belle génération. Et puis, bah, la Suède, c'est vrai que sur le papier, ça a de la gueule. Ils ont des noms hyper intéressants et pas que les deux devant, Gyökeres et puis Isaac. Ils ont aussi derrière, ils ont Ien qui joue à l'Atalanta. Ils ont aussi un joueur qui est pas très connu, mais qui est un joueur assez solide, Starfelt, qui joue au Celta Vigo. Enfin voilà, ils ont deux, trois noms assez bons. Maintenant, peut-être que la Suède, pour les avoir vus jouer une ou deux fois, peut-être qu'ils ont pas mal de profils un peu similaires et que peut-être individuellement, il manque, on va dire, certains profils qui amènent de la complémentarité.
parce que Gyökeres et puis Isaac, il les fait jouer ensemble, mais j'ai l'impression que c'est des joueurs qui se marchent un peu sur les pieds. C'est plutôt deux neufs qui jouent ensemble. Et là, il faudrait peut-être un neuf et demi qui puisse dézoner, alors que là, c'est plutôt deux joueurs qui jouent un peu la profondeur et le pivot. Voilà, donc ça va être ouvert. Maintenant, je me demande si l'Ukraine n'a pas une équipe un peu plus harmonieuse, justement, et plus complémentaire. Et puis, je me dis aussi que peut-être pour l'Ukraine, vu que l'Ukraine vit des heures difficiles, des fois d'avoir un grand événement, ça peut te permettre de te transcender. Et puis, je me demande pas si, du fait du contexte en Ukraine et puis peut-être une complémentarité, je trouve que les Ukrainiens sont un peu plus complémentaires sur le papier. C'est pour ça que je dirais que je mettrais une petite pièce sur l'Ukraine. À noter que l'avantage du terrain n'en est pas un pour l'Ukraine, hein, puisque ce match se disputera à Valence, en Espagne. Donc Comme voilà, c'est ils auront juste l'avantage de porter leur maillot de domicile. ça. Voilà. Deuxième duel de cette voie B, un petit Pologne-Albanie. Alors moi, personnellement, cette opposition, j'aime bien. Je trouve que ça va donner vraiment un match ouvert. Alors d'un côté, la Pologne qui s'appuie quand même sur des individualités et puis voilà, son expérience aussi, hein. Ils ont quand même fait beaucoup des dernières grosses compétitions. Mais l'Albanie, quand ils arrivent à ce stade de la compétition, les barrages ou quand ils sont en phase finale, ils sont jamais ridicules. Et puis, je dis ce sont parce qu'il y a aussi leurs voisins dont on parlera dans la voie C, mais c'est des nations qui montent avec beaucoup de joueurs, avec des profils techniques très intéressants, voilà, des beaux caresseurs de ballon, comme on dirait. Et puis, une opposition plus ouverte que ce qu'il y paraît, messieurs. Pologne-Albanie. Ouais, ouais, bah c'est pour le coup là, ben, il y a encore un. Il y a la Pologne, c'est un petit peu cette sélection qui, à un moment donné, a eu quand même de quoi faire, un peu plus qu'à certaines autres générations, qui à un moment donné a eu certainement la génération la plus talentueuse depuis l'époque de Boniek, et puis qui en a, je trouve, finalement assez peu tiré de cette période-là et de cette équipe-là, parce qu'il y avait quand même pas mal de joueurs, notamment qui évoluaient en Bundesliga. Voilà, c'est ça aussi, c'est extrêmement équilibré parce que la Pologne peut être un poil devant, mais l'Albanie, on parlait des pays balkaniques avant, c'est le genre d'équipe qui, avec justement cette volonté de souvent aller vers l'avant, de jouer au ballon, sur un match de barrage, c'est des qualités de cœur qui peuvent faire la différence. Oui, effectivement. Et puis, donc, on l'a pas dit avant, hein, mais le vainqueur de Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine, recevra le vainqueur de Italie-Irlande du Nord. Et là, on a le vainqueur de Ukraine-Suède recevra le vainqueur de Pologne-Albanie pour ce duel. Petit pronostic, Barham, pour Pologne-Albanie. Ouais. Ça va être un match ouvert parce que d'un côté, on a la Pologne qui, après une génération quand même assez dorée, donc la génération des Lewandowski, Zielinski, de Milik, Szczesny et compagnie, ils ont eu un petit creux. Mais là, ils ont pas mal de jeunes joueurs qui montent. Là, il y a notamment un attaquant de Porto dont le nom m'échappe. Il a un nom assez compliqué. Qui a débarqué au mercato d'hiver et il est en train de tout exploser. C'est Pietrowski ou je sais plus quoi. Il y a deux trois petits joueurs comme ça qui commencent à émerger. Et puis bah, l'Albanie, bah, c'est une nation qui commence à devenir hyper intéressante avec toujours le vieux briscard devant Vedat Murici qui est un très mauvais souvenir pour les supporters de la Lazio, mais c'est une légende d'à Majorque puisqu'il empile les buts. Donc ouais, ça va être assez ouvert, ça va être assez intéressant. Euh, Peut-être, je mettrais peut-être une petite pièce sur la jeunesse montante polonaise, mais Très bien, ça va être serré. très bien. La voici avec la cinquième de finale. Peut-être le match qui va sentir le plus la poudre avec un petit Turquie-Roumanie avec
Voilà. On le sait, hein, 2 COP qui sont, très chauds des 2 côtés, hein, turcs et roumains et puis comme le match aura lieu en Turquie, il y a le petit bonus supplémentaire, pour ce match. Là aussi, ouais, même si peut-être la Turquie est légèrement favorite avec cette fois le gros avantage de jouer à domicile, mais voilà, de bons joueurs, de bonnes individualités aussi, mais la Roumanie ne partira pas battue d'avance, messieurs. Non, puis la Turquie, bon, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer, notamment avec les clubs turcs. Alors, on est bien d'accord que il y a plus autant de joueurs internationaux turcs qu'il a pu y avoir à l'époque dans certains barrages Turquie-Suisse il y a une vingtaine d'années. Mais c'est un peu au niveau des clubs turcs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que oui, ils bénéficient d'une ambiance incroyablement chaude en leur faveur. Maintenant, ce sont quand même des équipes qui sont assez fantasques et imprévisibles. Donc il peut y avoir parce que normalement une ambiance comme ça transcenderait n'importe quel joueur qui l'a pour lui et c'est pas forcément une règle absolue du côté des Turcs. Donc moi, je me dis que les Roumains qui ont fait une, bonne phase de qualification pour l'Euro la dernière fois puisqu'ils étaient dans le groupe des Suisses, ils ont terminé premiers. Ça reste une nation qui est totalement capable de profiter d'un jour sans de la Turquie sur un match de barrage et ça ne m'étonnerait même pas parce que c'est tellement surréaliste l'ambiance là-bas que les performances jusqu'aux performances même des sélections turques et que de ce point de vue-là, je ne serais absolument pas étonné de voir les Roumains passer cette demi-finale. Ouais, Bahram? Bah, disons que un tout autre résultat qu'une victoire pour les Turcs serait un camouflet parce que les Turcs ont une très belle génération, donc ils ont eu un énorme trou, puis là ça revient bien, ils ont des jeunes hyper intéressants. Donc voilà, donc en plus, comme l'a bien dit Matteo, et puis ben, on le sait, hein, aller jouer là-bas, c'est l'enfer, hein, vous jouez dans des conditions qui sont assez dantesques. Donc voilà, donc la Turquie a cet avantage de jouer à la maison dans une atmosphère hostile et, et très infernale pour l'équipe adverse. Une belle génération. Donc voilà, moi, même si la Roumanie est un peu en reprise, parce que c'est un pays qui a eu un énorme trou, hein, parce qu'ils ont une génération qu'on a connue dans les années 90 qui était exceptionnelle, hein. Franchement, la Roumanie avait une qualité incroyable avec des joueurs comme George Hagi, Radu Choiu, Petrescu. Enfin, c'était vraiment Moldovan. du Moldovan, exactement. Enfin voilà, ils ont une génération incroyable. Là, ils ont eu un trou hallucinant, comme la Bulgarie d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Et puis là, bah, ils remontent un petit peu la pente, mais je pense quand même que pour la Turquie, il y a vraiment la place et le facteur de jouer à la maison, c'est vraiment un énorme avantage. Et puis, bah, je pense qu'il y a une grosse attente aussi en Turquie parce qu'ils ont une très belle génération avec les Arda Güler, avec Yildiz. Enfin voilà, ils ont, je pense, du beau monde et ils seront attendus au tournant. Oui, et puis la deuxième opposition de cette voie, c'est Slovaquie-Kosovo. Le vainqueur de Slovaquie-Kosovo recevra le vainqueur de Turquie-Roumanie. Ben, on vous avoue, messieurs, on n'a pas beaucoup vu évoluer la Slovaquie, mais le Kosovo, mis à part le premier match où ils se sont fait éclater chez nous 4-0, derrière, 3 victoires, 2 nuls, une seule défaite finalement dans ces qualifications. Ils ont été en position de se qualifier jusqu'au dernier match, même s'ils devaient le gagner, genre, je crois 5 ou 6-0 contre la Suisse. Mais vu les qualifications étonnantes, enfin très fortes qu'a fait la Suisse, d'avoir le Kosovo contact, c'est aussi signe que eux, ils ont fait des belles qualifs. Une équipe qui n'arrête pas de monter. Et puis, voilà, ils ont gagné du coup en Suède. Donc, si vous êtes capable de gagner en Suède, vous êtes tout à fait capable d'aller gagner en Slovaquie, messieurs. Oui, non, mais cette équipe du Kosovo, finalement, c'est une nation jeune hein, dans le football européen et mondial.
Mais là aussi, elle répond à des critères finalement de foot de rue, où c'est très, enfin, personnellement, je pense qu'on a tous eu, enfin, en tout cas ceux de ma génération, on a tous eu des camarades de classe, à un moment ou à un autre qui étaient kosovars, et finalement ça répond assez bien à ces critères. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a peur de rien. Moi, je pense que c'est un candidat dans cette partie de tableau des demi-finales et des finales de barrage européennes qui est à prendre très au sérieux et qui n'est pas du tout, Mhm. à mettre comme victime expiatoire pour même la qualification, finale. Moi, je serais pas, je disais que les Turcs, je serais pas étonné si, s'il y avait un camouflet, même si Varane l'a justement qualifié de camouflet pour le côté imprévisible. Maintenant, j'aimerais beaucoup pour la curiosité voir ce que donnerait un Kosovo-Turquie en finale de barrage, pour le coup. Parce que Ouais. là, c'est ambiance chaude contre ambiance chaude, et je pense que c'est le genre de match, de barrage pas dire qu'il va se terminer en combat de rue, mais je veux dire, il y a de fortes chances pour que ce soit animé, disons. Ouais, la Slovaquie après a fait des belles qualifications aussi, hein. Je veux dire, ils ont perdu 2 matchs, ils ont perdu une fois contre l'Allemagne très nettement, et puis ils ont perdu également 2-0 en Irlande du Nord, mais ils ne seront pas battus. Alors, concernant le Kosovo, on les connaît un petit peu mieux, on les a quand même beaucoup joués en plus des qualifications là pour cette Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a surpris vraiment dans ces qualifications-là, alors il y a ce côté effectivement ultra motivés, et puis des beaux joueurs techniquement parlant, mais j'ai vu, à part peut-être lors de la première mi-temps du premier match, mais sinon j'ai vu quand même une équipe voilà, qui avait certaines assises, organisée défensivement, un bon jeu offensif. Voilà, on est loin de ces équipes qui ont juste, entre guillemets, leur motivation à faire valoir comme argument. Varane, c'est une équipe à prendre très au sérieux désormais pour toutes les qualifications, les prochaines qualifications. Ça sera jamais un cadeau d'avoir le Kosovo dans son groupe. Non, non, bah c'est clair. Bah après, moi, je suis pas tellement surpris, même si c'est d'un petit pays puis une nation montante, c'est quand même une région qui est très foot. Et puis, ce que je veux dire, c'est que voilà, on parle pas d'un pays émergent. Enfin voilà, parce que ce que je veux dire, l'Albanie, le Kosovo, les Balkans, on sait que c'est des pays de foot. Voilà. Donc inévitablement, ils ont de la qualité. C'est des joueurs qui jouent très très bien au ballon. Des fois, qui sont peut-être un peu trop amoureux du ballon, mais voilà, la qualité, elle existe. Et puis, moi, je ne suis pas du tout surpris parce que voilà, dans ces pays-là, il y a une grande tradition de foot et ça va être hyper intéressant. Mais attention à la Slovaquie, qui est une nation dont on parle très peu, mais qui joue très très bien. Moi, c'était une équipe qui m'avait passablement impressionné lors des dernières compétitions. Parce que moi, Mhm. j'aime bien ces petites équipes un peu underdog. Et mine de rien, c'est quand même une équipe où on a Oblak au goal. Derrière, on a Skriniar, qui est un joueur d'expérience. On a David Ančko, qui est un Non, excellent joueur non, qui non, joue. Oblak, non, Il Slovénie, est, ah, il est slovène, alors il est autant slovène, pour Oblak, moi. oui. Voilà, mais il y a David Ančko, qui est un excellent joueur qui joue à l'Atlético. Et ils ont le fameux Benjamin Tchechko, euh, qui est vraiment un super joueur, quoi. Là, à Manchester, à mon avis, il a raté. Moi, c'est comme je l'avais dit cet été. Gyökeres, je l'aurais envoyé à Manchester et j'aurais envoyé Tchechko sur Arsenal. Mais voilà, on parle de vraiment de top joueurs pour une nation qui n'est pas très très grande. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais c'est pour ça, moi, je pense que la Slovaquie, c'est une nation qui est très sous-cotée. Et moi, je mets une petite pièce sur la Slovaquie parce que je les trouve solides et moi, je les avais trouvés très, très, très emmerdants à jouer. Mhm. Très bien. La voie D des quatrièmes et dernières voies, avec une première opposition entre le Danemark et la Macédoine du Nord. Voilà. Est-ce que la Macédoine du Nord va refaire le coup des derniers barrages en éliminant une grande équipe à l'extérieur? C'est un peu la grande question sur le papier. Mais comme l'Italie, j'ai envie de dire il y a 4 ans, hein, mais sur le papier, le Danemark a tout ce qu'il faut pour passer l'obstacle de la Macédoine du Nord. Mais pareil, une équipe qui arrivera motivée, avec des joueurs qui savent jouer au ballon.
Et le Danemark, ben voilà, il faudra qu'il livre la marchandise quand même, messieurs. Ouais, 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 bah, à la base, c'est une équipe, le Danemark, qui évolue quand même assez bien et qui puise une assez grande force dans une ambiance assez passionnée à Copenhague. Pour avoir été, moi-même, assisté sur place à un Danemark-Suisse de qualification pour l'Euro 2020, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était que cette ambiance en direct. C'est quand même quelque chose, hein. Après, voilà, c'est la Macédoine fait clairement partie de ces équipes un peu, porc-épic, contre lesquelles il faut de la patience sur ces matchs de barrage. Il faut savoir être patient et il faut savoir, assez vite débloquer la situation si on ne veut pas, que la situation enfin que le match se retourne contre soi. Donc Danemark devant, oui. Maintenant, c'est encore une fois, c'est une équipe qui a déjà fait ce genre de coup, qui a déjà embêté, je veux dire les mêmes qualifications où ils sortent l'Italie en barrage et qui vont jouer la finale contre le Portugal, ils avaient battu l'Allemagne aussi dans la qualification. Donc c'est pas une équipe si facile à jouer que ça. Je Pour moi, c'est pas tant, oui, le Danemark est devant, mais c'est pas tant joué d'avance que ça pour moi. Mhm. Ouais, moi je pense que le Danemark va quand même passer. Voilà. Mais après, voilà, il peut se passer plein de choses, mais je pense que le Danemark devrait quand même passer. Ouais, il faudra confirmer sur le terrain, mais je pense qu'ils ont quand même ce qu'il faut aussi. En plus, avec l'avantage, c'est jamais facile d'aller jouer à Copenhague. Donc, ouais, voilà, il faudrait vraiment gros coup du sort, un gros miracle pour que la Macédoine du Nord passe. Mais voilà, un match de foot, ben, il faut le jouer, hein, de toute façon. Et puis, la dernière opposition de ces barrages, elle opposera, bah là, je me réjouis aussi, c'est une belle opposition de style entre la République tchèque et la République d'Irlande. Les deux équipes d'Irlande se sont qualifiées pour les barrages. Là aussi, on aurait tendance à donner un avantage à la République tchèque, qui est quand même habituée des bons tournois, même si eux aussi, ils ont connu leur génération dorée plutôt il y a une vingtaine d'années, mais quand même, voilà, un petit avantage. Mais la République d'Irlande n'est pas là par hasard et ils partiront pas battus d'avance. J'ai envie de dire, les deux équipes d'Irlande, elles vont un peu faire le même match. Elles vont faire le dos rond. Elles vont surtout bien défendre et puis elles vont jouer à fond les balles arrêtées et les contre-attaques. Oui, 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 bah, c'est ça aussi. Je veux dire les Tchèques qui ont connu une très, très grosse génération au début des années 2000, qui ont vécu un petit creux, puis qui reviennent bien là. Et puis, puis l'Irlande, on est dans ce qui se fait de plus britannique. Ça va être assez, comme tu dis, une opposition de style assez intéressante. Ouais, un petit pronostic. Je mets les Tchèques devant, mais Ouais, sans grand les deux équipes de cette voie D qui jouent à domicile leur match, leur demi-finale, ont quand même un petit avantage sur leur adversaire. C'est un peu plus net que dans certaines oppositions, mais pareil, Varane, ce match, il faudra le jouer pour les Tchèques. Oui, bah ça reste, c'est un match équilibré qui reste ouvert. Comme Matteo l'a bien dit, on a connu une génération exceptionnelle en République tchèque, hein. Franchement, une équipe qui nous a fait rêver. C'était vraiment une équipe hallucinante, quoi. Dans les années 2000, avec une qualité de joueur qui était vraiment exceptionnelle. Ils ont eu un petit creux, maintenant ils reviennent assez bien. D'ailleurs, on saluera notre ami Colin, puisque dans la République tchèque, il y a le grand Pavel Tulch. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, les Irlandais, on les connaît, c'est des qualités de cœur, c'est le fighting spirit, c'est un peuple qui ne recule devant rien, c'est un peuple d'insoumis. Donc c'est jamais simple, enfin c'est jamais simple de jouer contre la République d'Irlande. C'est compliqué. Donc voilà. Donc d'un côté on aura peut-être un foot un peu plus technique, et puis de l'autre, ben, peut-être un peu plus le cœur, un peu plus les tripes. Donc ouais, ça va être intéressant, mais je pense que la République tchèque, du fait qu'il joue à la maison, aura quand même un petit avantage.
Oui, et puis un fun fact pour cette opposition, la République tchèque, si elle se qualifie, jouera ses 2 matchs à Prague, mais pas dans le même stade, puisqu'elle a choisi le stade du Slavia Prague pour jouer la demi-finale, et en cas de qualification, ils joueront leur match dans le stade du Sparta Prague. Donc voilà, je trouvais assez marrant de se dire, voilà, les 2 matchs auront lieu à Prague, mais pas dans le même stade. C'est un choix un petit peu curieux d'un point de vue organisation ou autre. On se dirait, bon, ben voilà, quitte à jouer ailleurs, autant jouer dans une autre ville, mais voilà, Ils veulent satisfaire les 2 clubs de la capitale, ils veulent pas de jaloux. c'est ça. On sait que la rivalité entre le Slavia et le Sparta est une des grosses rivalités des clubs de capitale européenne, hein, quand même. Il y a les Slavia d'un côté et les Sparta de l'autre. Donc, ils veulent peut-être satisfaire tout le monde, même si dans ces moments-là, on oublie un petit peu les rivalités, de ville, et puis on se concentre sur notre nation. Je crois qu'il y a que les supporters du Real et du Barça qui sont, et puis les supporters d'OM et de Paris. Je crois que certains Marseillais, ils préféreraient perdre une finale de Coupe du Monde plutôt que le but vainqueur soit marqué par un Parisien ou inversement. Donc, donc voilà. Messieurs, on parlera des finales la semaine prochaine, puisque les demi-finales auront toutes eu lieu. On aura une idée plus précise enfin, on aura carrément une idée très précise de ces affiches. Mais voilà, on voulait vous faire une petite preview de ces demi-finales. Voilà, on peut passer, messieurs, à la fin de l'épisode. Pas grand-chose à vous dire, si ce n'est les remerciements pardon, habituels pour votre soutien et puis votre écoute. Peut-être, on l'a dit, hein, la semaine prochaine, pas de match de Xamax à débriefer. Donc, on parlera aussi de ces finales des barrages intercontinentaux et européens. Mais on est quand même un podcast lié à Xamax. Donc, on parlera de Xamax, mais on ne sait pas encore de quoi. On va y réfléchir durant la semaine. Donc, si vous avez des idées, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux d'une petite rubrique sympathique que vous aimeriez qu'on vous traite. Alors voilà, on va y réfléchir aussi de notre côté, pas de panique. On vous proposera quand même quelque chose d'autre en lien avec Xamax la semaine prochaine. Voilà, chers collègues, merci à vous pour cet épisode. Bon début de semaine à vous, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye Bye bye. bye.